Bonjour Christian et bienvenue à tous dans cette nouvelle aventure. Alors, à l'occasion de la sortie d'une gamme spécifique intestin, l'équipe Nutrilogix a décidé d'organiser une tournée en France et en Belgique avec Christian Boyer, vous voyez ici, avec le docteur Vincent Renaud et avec Amine Gasmi également. Alors, avant toute chose, nous sommes dit qu'il était important d'apprendre ou de réapprendre les basiques et ces 2 vidéos de prérequis que nous vous invitons à suivre ont été faites dans cet objectif. Alors, d'ores et déjà, je vous invite à noter les dates et à ne pas oublier de vous inscrire. Et avant toute chose, bonjour Christian. Avant de commencer ta présentation, peux-tu d'abord nous expliquer la différence entre les journées de formation et les tables rondes? Bonjour Cédric. Alors la différence entre les journées formation qu'on va faire et les soirées table ronde, c'est que Mmh. durant les journées, on va parler en fait de manière beaucoup plus large sur les problématiques, intestinales. Donc on va bien évidemment évoquer, le syndrome intestin irritable et particulièrement, certaines de ses causes, dont le SIBO. Mmh. On parlera également de l'intolérance à l'histamine, de la candidose. Donc ça sera vraiment une journée, vraiment assez large sur les problématiques digestives. Hem et les soirées table ronde seront plus spécifiquement, en fait, axées sur la gamme qui a été développée, sur l'utilisation, Mmh. en fait, des produits de la gamme, et surtout cette soirée, ce sera plus axé effectivement sur le SIBO, l'IMO, l'ISO, on verra tous ces termes ensuite et surtout les soirées, il y aura vraiment un accès mis sur la pratique. C'est-à-dire que, voilà, sur les journées, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais en tout cas Mmh. dans la soirée, on va vraiment faire intervenir, toutes les personnes, tous les participants qui viennent pour qu'ils puissent en fait travailler vraiment sur des cas et comprendre comment utiliser les produits, comment comprendre aussi comment, résoudre, voilà certains cas pratiques. Donc, voilà, la soirée, il y aura vraiment une grosse partie dédiée à la pratique. Voilà la grosse différence Mmh. avec la journée. Donc les 2 sont complémentaires en tout cas. Ben, merci pour ces explications et ces précisions déjà. Je te laisse continuer pour la présentation. Et c'est parti. Donc on va commencer par, parler donc du coup du SIBO. On va voir ce que c'est que le SIBO, l'IMO et l'ISO. Donc on va définir, tous ces termes et à la fin de la présentation, tout ça n'aura plus aucun secret pour vous, ni pour toi Cédric. Et donc, on va commencer par une petite définition. Donc qu'est-ce que c'est que le SIBO? Donc le SIBO, c'est un acronyme anglais, hein, qui veut dire, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc ça veut dire en français pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Donc le SIBO, c'est réellement une dysbiose de l'intestin grêle. Et donc ce terme dysbiose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une rupture de l'équilibre de la flore intestinale. Ce qui est important à avoir comme notion, c'est que la dysbiose n'est pas spécifique à une zone anatomique. Ça peut être le côlon, le grêle. Donc des fois, il y a des gens quand on entend le mot dysbiose, on a l'impression que c'est un problème du côlon. Non, si on ne précise Mmh. pas, ça peut être aussi bien le côlon que l'intestin grêle. Donc c'est pour ça que le SIBO est une dysbiose de l'intestin grêle. Et d'ailleurs, quand on parle de dysbiose, il faut préciser, un peu, l'origine, c'est-à-dire est-ce qu'elle est bactérienne ou fongique? Parce qu'une dysbiose bactérienne, donc le SIBO est une dysbiose bactérienne et la candidose est une dysbiose fongique. Donc là aussi, c'est important de préciser. Donc le SIBO est une dysbiose de l'intestin grêle et c'est une dysbiose bactérienne. Donc le SIBO n'est absolument pas une infection bactérienne, ça c'est important de le comprendre. Le SIBO, en fait, c'est une population bactérique qu'on appelle pathobionte et pas pathogène. Et là, c'est important de voir la différence. Un pathogène, c'est par exemple, on va dire un Clostridium difficile, une Salmonella, donc une bactérie que vous pourriez, voilà, attraper, après avoir mangé quelque chose de pas frais, par exemple. Donc là, on est sur une bactérie pathogène qui va, chez la personne, potentiellement déclencher une maladie, d'accord? Et donc du coup, les pathobiontes, c'est différent parce que ce sont des bactéries en fait qui sont, originaires du microbiote, de l'hôte, en fait. Donc elles font partie de notre microbiote et sous l'influence en fait de certains facteurs, elles peuvent développer un potentiel pathologique. Et donc ces pathobiontes peuvent entraîner des déséquilibres, voire des pathologies chez l'hôte, voilà certaines problématiques. Mais en tout cas, ces bactéries-là, quand elles sont présentes, on va dire elles ont une population qui est normale,
elle ne pose pas problème. C'est quand elle commence à augmenter ou à prendre le dessus sur d'autres, par exemple, que là, elles peuvent commencer à provoquer certains problèmes. Et donc, le problème du SIBO, c'est que ces bactéries qui sont présentes de manière excessive dans l'intestin grêle vont se mettre à fermenter de manière excessive les glucides simples et complexes, hein, les FODMAPs, les amidons, le glucose, donc tout ce qu'on va manger dans l'intestin grêle. Et donc, cette problématique d'hyperfermentation dans l'intestin grêle, qui est une zone d'absorption et pas une zone de fermentation comme le côlon, c'est que cette hyperfermentation, en fait, elle va endommager la muqueuse de l'intestin grêle et provoquer plusieurs symptômes, des gaz, des ballonnements, des douleurs également. Et donc, il y a quelque chose qui est important à retenir, c'est qu'en fait, il y a 3 composantes dans le SIBO. Première composante, c'est la localisation, l'intestin grêle. Seconde composante, c'est une composante quantitative, trop de bactéries. Et il y a aussi cette composante qualitative qu'on a tendance à oublier, heu et qui du coup est que la dysbiose, en fait, est une rupture de l'équilibre du microbiote de l'intestin grêle. Donc il faut savoir que le SIBO, il n'est pas considéré comme une maladie en fait, hein. Le SIBO est ce qu'on appelle un épiphénomène qui est causé par un dysfonctionnement ou une maladie sous-jacente. Donc ce qui veut dire que c'est important en fait de traiter les causes à l'origine du SIBO afin de garder le SIBO et ses symptômes associés sous contrôle. Alors attention, quand je dis que, effectivement, ce n'est pas une maladie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas handicapant ou que les gens n'en souffrent pas ou qu'ils peuvent pas, en souffrir plus que quelqu'un, qui aurait une autre maladie ou même un cancer, hein. Il faut savoir il y a des comparaisons des fois sur l'altération de la qualité de vie des gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable et il y a des gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable qui ont une altération de la qualité de vie qui est plus importante que quelqu'un qui aura un cancer. Après tout dépend du type de cancer, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, c'est important de savoir, voilà, que c'est pas une maladie, c'est un dysfonctionnement qui est, sous-jacent à un autre problème. Donc on va voir un petit peu maintenant, voilà, quel lien il existe entre le SIBO et le syndrome d'intestin irritable. Donc le syndrome de l'intestin irritable, c'est donc un syndrome, c'est-à-dire que c'est une association de symptômes, hein. C'est un diagnostic qui est fait, qui est un peu un diagnostic d'exclusion, hein. Donc quand on a vu que la personne, voilà, elle n'a pas de MICI, de maladie inflammatoire chronique intestinale, qu'on voit rien à la coloscopie, on voit rien d'organique, on se dit: «Bon, bah, bon, c'est sûrement un syndrome de l'intestin irritable». Il y a quand même des critères, donc on appelle les critères aujourd'hui de Rome 4. Avant, il y avait les critères de Rome 3. Donc, ils sont un petit peu remis en cause, les critères de Rome 4. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on se base notamment sur ces critères-là pour poser le diagnostic. Et donc, ces critères, ce diagnostic du syndrome d'intestin irritable, il est posé sur la base de présence de symptômes tels que les douleurs abdominales, des changements dans l'apparence et la fréquence des selles. Voilà, donc il y a plusieurs critères qu'il faut remplir pour avoir ce diagnostic-là. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, il y aura environ 10% de la population mondiale qui serait atteinte de syndrome d'intestin irritable. Donc c'est quand même beaucoup, hein. On va pas se le cacher. Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'aime bien cette image, hein, on la voit souvent, hein, l'image de l'iceberg et la partie, émergée et immergée. Donc du coup, là, on a les symptômes des gens qui ont un syndrome d'intestin irritable, des douleurs, des ballonnements, des troubles du transit, par exemple. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est finalement, ce qui est juste à la surface de l'eau et puis en dessous, ben, il se cache les causes de cette problématique-là puisque, un intestin n'est pas, irritable ou irrité sans raison, hein. Donc il y a bien des causes derrière et donc ces causes-là, ça peut être notamment le SIBO, donc le SIFO qui est une pullulation fongique de l'intestin grêle, ça peut être intolérance à l'histamine, et voilà, il peut y avoir différentes causes qui peuvent mener au syndrome de l'intestin irritable. En tout cas, c'est clair que le SIBO est quand même avancé comme une cause majeure du syndrome d'intestin irritable. Je vous donnerai après les chiffres. Donc là, c'est quelque chose que j'ai tiré un tableau d'une publication qui est assez intéressant finalement, puisqu'on se rend compte que, quand on regarde, à IBS, donc Irritable Bowel Syndrome, c'est le syndrome d'intestin irritable en anglais. Qu'on regarde le SIBO ou le SIFO, qui est la population fongique de l'intestin grêle, on se rend compte en fait finalement, bah, ils ont tous les mêmes symptômes.
Donc, quand on a ces symptômes-là, qu'est-ce qu'on a? On a un syndrome d'intestin irritable, on a un SIBO, on a un SIFO, en sachant que, bah, le SIBO et le SIFO, en fait, ça peut être une cause de syndrome d'intestin irritable. Donc là, on est sur une étude, intéressante, il s'agit d'une méta-analyse, donc on a regardé un peu toutes les études qui ont été publiées sur le syndrome de l'intestin irritable et le SIBO. Et donc du coup, cette méta-analyse de 2022 avait conclu que donc la prévalence du SIBO chez les individus syndrome d'intestin irritable était de 49 donc ça, c'est quand le diagnostic était effectué par un test respiratoire au lactulose et cette prévalence était de 19 quand le diagnostic du SIBO était fait par un test respiratoire au glucose. Bon, il y a une différence effectivement entre les 2 tests. On verra, lors de la seconde vidéo justement qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence, si on fait plutôt le diagnostic avec le test respiratoire au lactulose ou le test respiratoire au glucose. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si on fait le tour de la littérature, de ce que les personnes qui ont aussi des patients, voient dans la pratique, on peut se dire quand même que le chiffre qui serait proche de la réalité, ça serait 20 à 30 de SIBO, en fait, chez les personnes qui ont le syndrome d'intestin irritable. Bon, c'est quand même énorme, hein, on est presque jusqu'à un tiers du coup. Hem et donc du coup, le nombre de cas de SIBO dans le monde, on l'évaluerait possiblement entre 200 et 500 millions de cas. Donc il y aurait quand même beaucoup de monde qui serait atteint de cette problématique-là. Alors, on va parler un petit peu du microbiote de l'intestin grêle. C'est vrai qu'on parle beaucoup du microbiote et quand on parle de microbiote, en fait, on parle principalement du microbiote colique, enfin du microbiote des selles, plus spécifiquement, qui est un reflet, on va dire partiel du microbiote du côlon. Mais en tout cas, on parle peu du microbiote de l'intestin grêle. Et c'est vrai que depuis quelques années, ben, comme on s'intéresse de plus en plus au SIBO, qu'il y a de plus en plus de publications, ben, on allait un petit peu plus loin, on s'est dit: «Beh, tiens, ce serait intéressant aussi d'étudier le microbe de l'intestin grêle» et on s'est rendu compte qu'il était quand même très différent de celui du côlon et d'ailleurs, en fonction des portions de l'intestin grêle, on n'a pas tout à fait, le même microbiote non plus. On a certaines bactéries qui sont plus présentes dans une portion qu'une autre, donc on a vraiment une évolution de ce microbiote-là, au fil de l'avancée dans le tube digestif. Donc là, on a, une publication qui est assez intéressante parce que, elle remet en cause un peu un concept, qui était resté un peu ancré depuis longtemps. C'était qu'en fait, le SIBO, c'était des bactéries du côlon qui remontaient dans l'intestin grêle. En fait, voilà, on finit par se rendre compte avec les différentes études qu'il y a pas grand chose qui soutient, cette hypothèse-là, bien que, effectivement, dans certains cas, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, c'est une population des bactéries de l'intestin grêle, ce ne sont pas des bactéries du côlon qui remontent dans le grêle. Et donc cette étude, heu, donc là c'est le titre de l'étude que j'ai traduit en français. Flore jéjunale de patients présentant une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle, le séquençage de l'ADN ne fournit aucune preuve d'une migration des microbes coliques. Donc là, c'est le titre qui donne aussi la conclusion de l'étude. Et donc, en fait, là, on a du coup, vous voyez ici en jaune, dans le cercle jaune, là, c'est les genres bactériens qu'on retrouve au niveau du jéjunum. Donc là, au niveau de l'intestin grêle, hein, duodénum, jéjunum. Donc c'est juste après le duodénum. Là, on a les genres bactériens qu'on retrouve plutôt dans le côlon. Et là, les genres bactériens qu'on trouve plutôt au niveau oral, dans la cavité orale. Donc déjà, il y a une première chose qui a été avancée, c'est que en fait, au niveau du jéjunum, on a une population, on va dire, assez, complexe, assez variée de bactéries anaérobies, facultatives et tolérantes à l'oxygène. C'est-à-dire que, voilà, elles vont, contrairement dans le côlon, c'est les bactéries qu'on a dans l'intestin grêle, il y a un certain gradient d'oxygène, elles tolèrent et on va dire que l'oxygène n'est pas toxique pour elles. Elles peuvent très bien proliférer en présence d'oxygène. Au niveau du côlon, c'est un petit peu différent puisqu'on a une anaérobiose plus importante, on a moins d'oxygène et donc du coup, ça paraît évident qu'on ne puisse pas tout à fait trouver les mêmes bactéries dans le côlon que dans l'intestin grêle, du fait de ce gradient d'oxygène qui est différent. En tout cas, quand on regarde la flore du jéjunum, on voit que, on a une flore qui peut ressembler un petit peu à la flore buccale, tout en étant très différente.
Donc on a de nombreux gènes, genres bactériens en commun entre la flore orale et celle du jéjunum, mais on a aussi plusieurs genres bactériens qui ne sont présents que dans le jéjunum et pas dans la flore orale. Alors, ce qu'il ne faut pas conclure là faussement, c'est que du coup, si on retrouve des bactéries dans la flore orale et également dans la flore du jéjunum, c'est que du coup le SIBO, ce sont des bactéries de la flore orale qui arrivent dans le jéjunum. Pas du tout. Ce qui explique qu'on retrouve certaines bactéries dans la flore orale et également au niveau du jéjunum, l'intestin grêle, c'est surtout par rapport à la teneur en oxygène. Dans votre bouche, vous avez beaucoup d'oxygène. Bon, dans l'intestin grêle, moins, mais on a quand même une présence d'oxygène, ce qui peut expliquer qu'on ait des bactéries en commun dans la flore orale et dans la flore du jéjunum. En tout cas, le SIBO ne semble pas du tout être le résultat d'un afflux de microbes qui provient du côlon, mais implique vraiment une croissance excessive de la flore jéjunale, hein. On voit en fait très peu de bactéries coliques qu'on retrouve dans l'intestin grêle. On a certaines en commun, comme par exemple le genre Escherichia ou le genre Bacteroides, mais en tout cas, on a quand même une grande différence entre les genres bactériens qu'on retrouve dans le côlon et les genres bactériens qu'on retrouve dans le jéjunum. Et on sait que dans le cadre du SIBO, c'est particulièrement ce que j'ai mis en rouge, c'est Klebsiella et Escherichia, ces deux genres-là qui ont tendance à pulluler. Donc si on regarde aussi dans d'autres études un petit peu le microbiote de l'intestin grêle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a clairement montré que le microbiote du duodénum et également du jéjunum est altéré dans le SIBO. Le SIBO est une pullulation, on est d'accord, mais aussi c'est un déséquilibre des populations microbiennes. Et on a clairement, en fait, chez les personnes ici en rouge qui ont le SIBO, par rapport à des personnes qui n'ont pas le SIBO, on voit qu'il y a une diversité en fait du microbiote duodénal qui est plus faible chez les patients avec un SIBO. Ce qu'on voit aussi, c'est que on a une représentation en fait, des genres bactériens qui est aussi différent en fait dans le microbiote de l'intestin grêle d'un patient non SIBO et d'un patient SIBO. Et clairement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte augmentation de l'abondance donc du phylum des protéobactéria, donc les protéobactéries, chez les gens qui ont le SIBO. Là, on le voit ici, c'est quasiment multiplié par 4 en fait. Donc on a une forte en fait pullulation de bactéries appartenant au phylum des protéobactéries. Au niveau du genre bactérien, on a une augmentation de Klebsiella, Escherichia shigella et Aeromonas. Je vais revenir juste avant sur ce que j'ai expliqué là. C'est surtout que par rapport aux données que je vous ai présentées, quand on va beaucoup plus loin dans les données du séquençage, qui ont été faites notamment par le docteur Pimentel et son équipe, qui est un des spécialistes du SIBO aux États-Unis, on a des informations intéressantes, qui est qu'en fait, on a réussi à associer certaines espèces bactériennes à des symptômes gastro-intestinaux. On a notamment certaines espèces de colis qui sont associées à des symptômes de ballonnement, de gaz, de douleur abdominale, de diarrhée aussi d'urgence. Et on a aussi des espèces de Klebsiella, notamment Klebsiella aerogenes, qui sont plutôt associées avec des douleurs et des diarrhées. Donc ce qui est intéressant avec ce que je vous dis, c'est qu'en fonction du type de bactéries qui pullulent, on a déjà une explication en fait sur le fait qu'il y ait des symptômes qui peuvent être différents entre un patient SIBO et un autre. Il y en a un qui va se plaindre beaucoup de douleurs, d'autres plus de diarrhée. Donc on a quand même des symptômes différents en fonction des personnes. Et une partie des explications pourrait venir en fait du type de bactéries qui pullulent entre un patient et un autre. C'est possible qu'il y ait un patient qui ait plus de Klebsiella, un autre qui ait un peu plus d'Escherichia. Voilà, il faut savoir qu'il y a probablement en tout cas des différences. Un SIBO n'en est pas un autre. Même s'il s'agit généralement de protéobactéries qui pullulent, on peut avoir des différences quand même au niveau des espèces et des genres. Donc là, on a quelque chose aussi qui est très intéressant. Donc ça peut paraître compliqué quand on voit ça. Il y a des nœuds partout, il y a des traits. Mais en tout cas, je vais vous simplifier un peu ce que cette étude a montré. C'est en fait chez les patients sans SIBO, vous voyez ici, et là on est patient SIBO.
Donc là, on a un SIBO, on a aussi, comment dire, en fonction de la quantité de bactéries qui a été détectée, on voit bien qu'on a une différence dans la désorganisation du réseau microbien. Donc là, on a un SIBO qu'on pourrait appeler modéré, là, un SIBO plus important. Et donc, chez les patients sans SIBO, on a en fait un réseau microbien connecté, clairement. Et chez les patients qui ont un SIBO, on est en train d'observer en fait une désorganisation du réseau microbien qui est proportionnelle en fait à l'importance de la population de bactéries. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand le réseau est bien connecté et quand le réseau n'est pas bien connecté, comme on le voit ici? En fait, un réseau microbien à faible connectivité, comme ici, ça peut refléter une altération dans la collaboration entre les micro-organismes ou alors une plus grande concurrence entre eux. Et donc, on a vraiment l'impression que dans le cadre du SIBO, que E. coli et Klebsiella, particulièrement, se mettent à faire un peu cavalier seul et sont des éléments perturbateurs majeurs de l'équilibre du système. Ça, c'est important à retenir, ces bactéries-là, Escherichia et Klebsiella, qui semblent vraiment être les perturbateurs de cet équilibre de l'intestin grêle. On va passer maintenant aux configurations. Donc, on va parler du SIBO, de l'IMO, de l'ISO, et on va commencer par parler de la dynamique des gaz. Alors ça, c'est quelque chose de très important pour comprendre la suite. Donc, la dynamique des gaz, il faut savoir que on a 3 gaz principaux qui sont produits au niveau intestinal, qui sont l'hydrogène, le méthane et l'hydrogène sulfureux. Donc, lorsqu'on a un SIBO, qu'on mange des aliments, des amidons, des FODMAP, donc ça va aller donc, nourrir ces bactéries productrices d'hydrogène, qui sont particulièrement E. coli et Klebsiella. Donc, on a une production d'hydrogène, et derrière, donc cet hydrogène peut éventuellement être capté par des archées méthanogènes. Donc, ce ne sont pas des bactéries, ce sont d'autres types de micro-organismes, ce sont des archées, c'est un règne à part, les archéobactéries. Et donc, du coup, ces archées méthanogènes, en fait, dont la principale est Methanobrevibacter smithii, elle va capter l'hydrogène pour faire du méthane. Alors, pour les chimistes, on dira 4 moles d'hydrogène donnent 1 mole de méthane. Donc, retenez, l'hydrogène peut être capté pour faire du méthane. Et cet hydrogène peut également être capté par des bactéries productrices d'hydrogène sulfureux, comme des sulfovibrio, Fusobacterium, Bilophila. Et donc, ces bactéries-là peuvent utiliser l'hydrogène pour amener à la formation d'hydrogène sulfureux. Donc là, on considère que 5 moles d'hydrogène donnent 1 mole d'hydrogène sulfureux. Après, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que les bactéries en fait sulfatoréductrices, elles produisent du sulfure d'hydrogène par des réactions qu'on appelle d'oxydoréduction. Donc il y a en fait une production d'hydrogène sulfureux qui repose en fait entre une synergie entre les sources de soufre, d'accord, comme le sulfate par exemple, et les donneurs d'électrons. Donc en fait, l'hydrogène dans cette réaction-là agit comme un donneur d'électrons dans la réaction de réduction des sulfates. Mais il faut savoir que les bactéries productrices d'hydrogène sulfureux, et notamment les SRB, on les appelle les bactéries sulfatoréductrices, elles peuvent utiliser d'autres donneurs d'électrons donc que l'hydrogène, et ça peut être le lactate, le pyruvate, l'acétate et l'éthanol. Bon, si je simplifie ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en conclusion, la génération d'hydrogène sulfureux ne nécessite pas obligatoirement en fait, la présence d'hydrogène moléculaire, d'H2, d'accord? Donc, d'ailleurs, il y a des études qui montrent que l'hydrogène moléculaire n'est pas nécessairement le donneur d'électrons principal pour les bactéries réductrices de sulfate dans le microbiote humain. Cela dépend surtout en fait de l'espèce bactérienne considérée. Donc là, on y revient de manière un peu plus précise. Là, c'est une étude qui s'était intéressée en fait aux bactéries sulfatoréductrices et en fait à quel substrat elles utilisaient. Et en fait, on se rend compte qu'il y a différents donneurs d'électrons. Et parmi ces donneurs d'électrons utilisés par les SRB, on a le lactate, le pyruvate, l'éthanol, l'acétate. Finalement, on voit aussi, OK, il y a l'hydrogène, mais finalement, dans cette étude-là, Gibson et ses collaborateurs, ils ont démontré que les différentes espèces de SRB utilisent vraiment des substrats très variés. Par exemple, des sulfobactères, lui, il va préférer l'acétate. Des sulfovibrio est capable d'utiliser le lactate ou l'hydrogène selon les conditions. Donc ça, c'est une notion
en fait, extrêmement importante à avoir. Pourquoi? C'est parce que dans le cas de la méthanogénèse, si on coupe l'hydrogène, en fait, on a bien une diminution du méthane. Parce que les méthanogènes ont absolument besoin d'hydrogène pour faire du méthane. Donc si on enlève l'hydrogène, on a moins de méthane, clairement. Par contre, dans le cas de la sulfidogénèse, donc de la génération d'hydrogène sulfureux, si on coupe l'hydrogène, on n'a pas nécessairement une diminution obligatoire de l'hydrogène sulfureux. Parce qu'il y a des possibilités d'utiliser d'autres substrats que l'hydrogène moléculaire. Ça, c'est très important à comprendre, puisque du coup, il ne suffira pas juste de couper l'hydrogène pour pouvoir avoir une diminution de la production d'H2S. Ça dépend aussi d'autres substrats, d'autres facteurs. Donc ces notions sont très importantes parce que du coup, ça a une implication dans les régimes qu'on peut conseiller, dans le cadre du SIBO, de l'IMO ou de l'ISO. D'accord? Donc ISO, Intestinal Sulfide Overproduction. D'accord? Et donc dans le cas du SIBO et de l'IMO, on peut proposer des régimes bas en éléments fermentescibles, en FODMAP, en amidon, à sucre, c'est ce qu'on fait généralement. Et dans le cas d'un ISO, par contre, on propose plutôt un régime qu'on appelle low sulfure, donc bas en composés soufrés, donc on va limiter les sources de soufre dans l'alimentation. Donc ça peut être, voilà, dans l'alimentation, on trouve différents composés soufrés, ça peut être aussi les sulfates, les acides aminés soufrés. Donc voilà, donc en cas d'H2S, il faudra dans la prise en charge, en fait, réduire les apports de soufre. D'ailleurs, quand on ne fait pas ça et qu'on a plutôt tendance à faire comme le SIBO, hydrogène ou l'IMO, c'est-à-dire réduire les FODMAP, réduire les fibres, etc., on a plutôt tendance à aggraver ce genre de configuration hydrogène sulfureux. Donc l'ISO est souvent aggravé en fait par le fait de trop retirer les éléments fermentacides, de trop retirer les FODMAP. Donc l'ISO se prend vraiment en charge d'une manière différente, notamment au niveau du régime alimentaire. Donc maintenant qu'on a vu un peu la dynamique des gaz, que tout le monde a compris, hydrogène, donc une fois que l'hydrogène est produit, il peut éventuellement être capté par les méthanogènes pour faire du méthane, peut éventuellement être capté par les bactéries productrices d'H2S pour faire de l'H2S, mais l'H2S n'est pas uniquement produit à partir d'hydrogène moléculaire, il y a d'autres substrats qui fournissent des électrons, comme j'ai dit. En tout cas, voilà, si on a ça en tête, on va comprendre la suite. Et donc la suite, c'est de parler des trois configurations qu'on a. Donc les trois configurations qui existent, c'est configuration méthane, hydrogène et hydrogène sulfureux. Donc on a ce tableau-là. En fait, il s'agit de données très intéressantes qui n'ont pas été encore officiellement publiées dans les journaux scientifiques, mais qui en tout cas ont été présentées. Et ça, c'est des données qui ont été présentées par le docteur Pimentel, donc encore ce spécialiste cibo-américain. Et donc du coup, ce qui est intéressant à voir, c'est que voilà, on a différentes configurations. En fonction des gaz, en fait, on a aussi des symptômes, des plaintes qui peuvent être différentes. Donc on le verra un petit peu après sur les symptômes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Là, ce qui est intéressant, c'est de vous parler un peu des anciennes dénominations et des nouvelles, pour que vous compreniez si vous retrouvez les termes. Donc, dans la configuration méthane, il faut savoir que ces méthanogènes peuvent aussi bien pulluler dans l'intestin grêle que dans le côlon. Donc, quand il s'agissait d'une pullulation dans l'intestin grêle, on parlait avant de SIBO-C pour SIBO-constipation ou SIBO-méthane. Et quand ça pullulait dans le côlon, on parlait d'IBSC, en gros de syndrome intestin irritable de type constipation. Donc, il y avait le SIBO-constipation et le syndrome intestin irritable de type constipation. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que donc que ça soit dans l'intestin grêle ou dans le côlon, on a voilà l'archée principale qui va pulluler, c'est Methanobrevibacter smithii. C'est vraiment elle qui est majoritaire et qui est responsable de la plus grande production de méthane dans notre intestin. Ensuite, par rapport à l'hydrogène, lorsqu'on a une pullulation de bactéries productrices d'hydrogène dans l'intestin grêle, c'est le SIBO. Donc on a vu que c'était particulièrement E. coli et Klebsiella, notamment Pneumoniae, qui avaient tendance à pulluler. Ce ne sont pas n'importe quelle bactérie, ce ne sont pas toutes les bactéries. Quand on a, on va dire ce que tout le monde appelle la dysbiose de fermentation, finalement la dysbiose de fermentation, ça peut être aussi bien un SIBO qu'un LIBO. D'accord ? Donc l'excès de fermentation dans le côlon, on l'appelle LIBO. LIBO pour large intestine. LI, c'est large intestine, et SI, small intestine, donc intestin grêle
et côlon, large intestine, d'accord? Donc ça, c'est des termes que vous pouvez voir apparaître. Ensuite, pour l'hydrogène sulfureux, on faisait un peu la même distinction, c'est-à-dire que s'il y avait une population de bactéries productrices d'H2S dans l'intestin grêle, on parlait de SIBO-H2S, et si c'était dans le côlon, on parlait de LIBO-H2S. Donc ces termes sont toujours valables, en tout cas SIBO-H2S, LIBO-H2S, j'aime bien toujours les dire, puisque ça permet de différencier en fait la zone. D'ailleurs, maintenant, on s'est rendu compte que ce n'est pas tout à fait aussi les mêmes bactéries qui sont responsables de la production d'hydrogène sulfureux dans l'intestin grêle ou dans le côlon. Donc dans le côlon, c'est plutôt des bactéries comme des sulfovibrio, Fusobacterium, mais aussi Bilophila, des sulfobactères, voilà, ce genre de bactéries qui ont tendance à pulluler. Et dans l'intestin grêle, ce qui semblerait avoir été mis en évidence, ça sont de nouvelles données, ça reste sûrement à confirmer, mais en tout cas, il s'agirait plutôt de Proteus mirabilis, par exemple, et des sulfobulbus, voilà. Donc on voit que dans certains cas, on peut avoir, vous voyez, dans le cas de l'ISO, on a une différence dans les bactéries qui vont pulluler. En fait, ce n'est pas les mêmes bactéries dans l'intestin grêle que dans le côlon qui seraient responsables de la production d'H2S. Donc là, on voit apparaître les nouvelles dénominations. Bon, le SIBO-hydrogène s'appelle toujours SIBO-hydrogène, sauf que maintenant, voilà, ces termes-là ont par contre complètement disparu. On ne dit plus SIBO-méthane, on ne dit plus IBSC, on parle d'IMO. IMO, c'est pour Intestinal Methanogens Overgrowth, ça veut dire pullulation d'archéméthanogènes. En fait, on sait qu'elles peuvent aussi bien pulluler dans l'intestin grêle que dans le côlon, et c'est pour ça qu'on ne voulait plus parler de SIBO-méthane, parce que finalement, c'était faux. Hein. SIBO, c'est pour bactéries, et les archémétagènes ne sont pas des bactéries. Et donc, du coup, là, on ne met plus de notion d'endroit de pullulation, puisqu'elles peuvent aussi bien pulluler dans l'un comme dans l'autre. Donc, quand quelqu'un passe un test respiratoire, on en parlera, comme on a dit dans la seconde vidéo, de comment on fait les diagnostics de SIBO, mais en tout cas, c'est le test respiratoire. Quand une personne passe le test respiratoire et qu'elle est positive au méthane, on dira qu'elle a un IMO. Quand une personne est positive à l'hydrogène et qu'on a une augmentation d'hydrogène dans la partie intestin grêle, on dira qu'elle a un SIBO. Et quand la personne est positive à l'hydrogène sulfureux, si on peut doser ce gaz-là, parce que ce gaz-là n'est pas possible en fait à doser actuellement en France notamment et en Europe, c'est très compliqué, mais aux États-Unis, ils ont la possibilité de doser ce gaz-là également dans les tests. En tout cas, si quelqu'un a un test respiratoire positif à hydrogène sulfureux, on parlera d'ISO, Intestinal Sulfide Overproduction. Après, pour nous, en tant que praticien, c'est intéressant et c'est encore juste de faire la différence entre SIBO-H2S, LIBO-H2S, d'accord? Mais en tout cas, maintenant, on parle d'IMO, de SIBO et d'ISO. Et ce qui est important aussi, finalement, ça c'est vraiment le truc clé à retenir, c'est que le cumul des configurations est possible. Ça aussi, à un moment, il y avait une idée, c'est pas possible d'avoir en même temps un SIBO qu'un IMO. Il y avait comme, pour certains, c'était comme une contradiction qui est plusieurs types de micro-organismes qui puissent pulluler à la fois. Alors pas du tout, parce qu'il y a vraiment, on va dire, des relations. Ok, il y a des relations de compétition, mais on comprend bien que pour qu'il y ait une pullulation d'archéméthanogènes dans l'intestin grêle, on s'imagine bien qu'il faut potentiellement aussi beaucoup d'hydrogène. Donc potentiellement, quelqu'un qui a une pullulation d'archéméthanogène dans l'intestin grêle a aussi un SIBO derrière, puisque pour faire de méthane, il faut de l'hydrogène. D'accord? Donc il faut savoir que ces configurations-là peuvent se cumuler. On peut avoir quelqu'un avec un IMO et un ISO, quelqu'un avec un IMO et un SIBO, quelqu'un avec un SIBO tout seul, quelqu'un avec un IMO tout seul. Donc vraiment, tout est possible. D'accord? C'est important parce que, justement, comme j'ai dit qu'on ne pouvait pas mesurer forcément tous les gaz, quand quelqu'un est positif, pour un gaz, il ne faut pas se jeter là-dessus et se dire: «Ah c'est bon, il a un SIBO et donc il a que ça». Non, il pourrait aussi avoir un ISO et ça, si on n'a pas le gaz qui est dosé, ça peut être des fois compliqué et en tout cas, il faut toujours, bien rechercher, bien réfléchir, notamment grâce à certaines analyses, grâce à la présence ou pas de certains symptômes. Est-ce que la personne n'aurait pas aussi quelque chose de «caché» entre guillemets, quelque chose qu'on n'a pas vu, parce qu'elle peut cumuler les configurations. Donc on va maintenant un petit peu parler des symptômes. Donc qu'est-ce que provoque comme symptômes, ces différentes configurations?
et également quelles sont les conséquences fonctionnelles au niveau de l'intestin. Donc au niveau des symptômes, le SIBO hydrogène, quand les gens ont un SIBO, ils se plaignent régulièrement de ballonnements, de gaz, de ventre gonflé, ventre de femme enceinte. Même les hommes, des fois, le disent, j'ai un ventre de femme enceinte. Donc, du coup, on a ce genre de symptômes qui sont quand même relativement présents. On peut avoir des troubles du transit, constipation et ou diarrhée. On a souvent dit que le SIBO hydrogène donnait des diarrhées, mais vous verrez après, je vous présenterai des données qui montrent que voilà, c'est pas systématique. On a des fois même pas forcément de troubles du transit. En tout cas, voilà, il y a très souvent, par contre, les ballonnements, les gaz, le ventre gonflé, c'est très présent. Il peut aussi y avoir des douleurs, des crampes abdominales, des nausées, des reflux. En cas d'IMO, on a clairement très souvent beaucoup de constipation, qui peut être extrêmement sévère chez certains. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aller pendant une semaine, voire plus, à la selle, parce qu'elles ont tellement de méthanogène que ça paralyse, ça ralentit leur transit. Le méthane a tendance à avoir cet effet un peu paralysant du péristaltisme intestinal. Et d'ailleurs, dans les gens qui ont un IMO, au-delà de la constipation, sont des gens souvent qui se plaignent aussi souvent de nausées, d'éructation de reflux. On a souvent ce côté nausée, en fait. Et je ne sais plus qui c'est qui avait donné cette image-là, mais en tout cas, je pense que c'était un Américain. Je l'ai trouvée très intéressante. Il disait que l'IMO, donc on prend une paille, on bouche le dessous et on met de l'eau par le haut. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde, en fait. Et donc, on a un peu ce côté-là dans l'IMO. On donne un peu l'idée que le péristaltisme, au lieu d'avancer, il recule, en fait. Il y aurait comme un effet rétrograde. Alors, bien évidemment, c'est pas exactement ça ce qui se passe. Vous mangez, vous arrivez quand même, encore heureusement, à ce que vos aliments transitent dans l'intestin grêle, transitent dans le côlon, soit. Mais en tout cas, il y a un effet comme ça, un peu de paralysie, d'effet rétrograde, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de nausées aussi souvent dans ce cas d'IMO. C'est très fréquent. Ensuite, pour l'ISO, alors, il y a des différences quand même quand il s'agit d'un SIBO ou d'un LIBO-H2S. Et là, j'aime bien reparler de SIBO, LIBO-H2S, puisque ça permet d'expliquer aussi que, bon, généralement, ce qu'on rencontre le plus, c'est le SIBO hydrogène, l'IMO assez souvent. L'ISO, c'est peut-être la configuration qu'on rencontre un petit peu moins souvent que les deux autres, mais elle est quand même présente. En tout cas, quand elle est majoritaire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un SIBO hydrogène, qui ont également un petit peu d'hydrogène sulfureux dans les tests respiratoires, des études qui l'ont montré. Mais en tout cas, un ISO, on va dire, très important, majoritaire, et notamment un SIBO H2S, c'est quelque chose qu'on rencontre un peu moins souvent. En tout cas, il y a des petites différences de symptômes entre le SIBO H2S et le LIBO H2S. Notamment au niveau du transit, les personnes qui ont un SIBO H2S ont plutôt tendance à avoir des diarrhées avec urgence, vraiment des gens qui s'ils vont pas dans les 30 secondes aux toilettes, ils vont se faire dessus. Il y a vraiment ce côté urgence des diarrhées. Et dans le cas du LIBO H2S, c'est-à-dire quand il y a une population de bactéries productrices H2S dans le côlon, on a plutôt tendance à avoir des gens qui sont constipés, par contre. C'est pas 100% juste, mais en tout cas, pour le SIBO H2S, c'est très, très, très fortement relié à la diarrhée, ça c'est clair. L'H2S est fortement relié à la diarrhée et l'IMO à la constipation. Ça, c'est quelque chose dont on est sûr. On a aussi des gens qui peuvent avoir, c'est pas systématique, mais des éructations, des flatulences avec odeur d'œuf pourri. D'accord? Hydrogène sulfureux sans l'œuf pourri. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas des gaz qui sentent l'œuf pourri qu'on n'a pas un ISO. Alors attention, c'est pas présent systématiquement. Quand il y a cette notion de gaz qui sentent l'œuf pourri, on sait que c'est lié à l'H2S, puisque le méthane ou l'hydrogène n'ont pas d'odeur. Le méthane, si le gaz de ville a une odeur, c'est parce qu'on a rajouté un additif dedans, justement, pour pouvoir repérer les fuites. Sinon, il ne sent rien. Donc le méthane et l'hydrogène sont inodores. Si vous avez des gaz qui sentent l'œuf pourri, c'est l'H2S. Et donc, ces gens-là, en configuration H2S, ils ont aussi régulièrement des reflux, des problèmes de nausées, pancréas douloureux, beaucoup d'inflammation intestinale également, parce que l'H2S est très fort, très inflammatoire, en fait. Donc, ce sont des gens, des fois, qui se plaignent vraiment d'une inflammation importante et de douleurs très importantes. Il y a aussi ce caractère de douleur, de forte douleur intestinale dans les gens qui ont l'H2S. Bien évidemment, les conséquences, comme je dis que c'est quelque chose d'inflammatoire, de l'hydrogène sulfureux au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle, sont bien plus importantes et les conséquences sont bien plus graves, on va dire, que quand c'est dans le côlon. Parce que l'intestin grêle est un lieu d'absorption, donc générer de l'inflammation sur un lieu d'absorption sera des conséquences quand même plus graves. Et il y a des gens qui ont une altération de leur
une altération de leur état en fait beaucoup plus importante lorsqu'ils ont un SIBO H2AS par rapport à un LIBO. Donc si on parle du coup maintenant des conséquences fonctionnelles un peu au niveau de l'intestin, donc ce SIBO-là va quand même engendrer différentes problématiques. Donc la première, on va dire, c'est que lorsqu'il y a cette pullulation de bactéries, donc ça peut engendrer, bien évidemment, ça va engendrer des symptômes comme de flatulence, de douleur, de distension abdominale, diarrhée, c'est possible également. On a régulièrement aussi des gens qui se plaignent de stéatorée, c'est-à-dire de maldigestion du gras. Pourquoi? Parce que l'excès en fait de bactéries dans l'intestin grêle va déconjuguer de manière excessive et précoce les acides biliaires. Et donc du coup, les acides biliaires déconjugués n'ont plus leur action, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de stéatorée avec un SIBO. Le problème d'avoir une déconjugation acide biliaire, c'est que ça risque aussi d'engendrer des déficiences en vitamines, notamment liposolubles, A, D, E et K, d'accord? Mais également, on peut avoir des déficiences dans d'autres nutriments puisque, en fait, cette inflammation qui est provoquée au niveau de la muqueuse, la perméabilité intestinale qui augmente également, ça peut amener à le développement de carences, de moins bonne absorption de la B12, du fer également. Et puis, il y a une compétition. Les bactéries peuvent également, comme il y a plus de bactéries, surutiliser la B12 pour le métabolisme. Alors, parfois, en cas de SIBO, on voit des vitamines B12 élevées dans le sang chez les personnes sans qu'elles prennent de supplémentation. Mais c'est assez rare, la B9, B12 élevée, chez des gens qui ont du SIBO, c'est honnêtement, je vois ça très, 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 très rarement. On a plutôt des gens avec des déficits qu'avec des excès. En tout cas, si une fois vous voyez une B12 extrêmement élevée chez quelqu'un alors qu'il ne prend pas de supplément et que pour vous, il n'y a pas de raison et que la personne se plaint de troubles intestinaux qui ressemblent au SIBO, ça peut être un signe. Mais ce n'est pas, on va dire, fiable à 100%. Si on se base là-dessus, on trouve quand même assez rarement des excès de B12 chez des gens qui ont des SIBO, mais ça peut arriver. On a aussi clairement, du fait de l'inflammation qui se développe au niveau de la muqueuse intestinale et de cette perméabilité intestinale accrue, on a du LPS, donc c'est des parois de bactéries gram-négatives. Vous vous rappelez, le SIBO, c'est des protéobactéries, donc c'est des bactéries gram-négatives. Et donc du coup, en cas de SIBO et d'augmentation de la perméabilité intestinale, on a plus de chances qu'il y ait du LPS, donc des résidus des parois des bactéries gram-négatives qui passent dans le sang. Ça engendre de l'inflammation systémique, ça peut perturber derrière nos hormones. Et donc, du coup, on a des gens qui peuvent rentrer en malnutrition chronique, avoir des pertes de poids importantes, puisqu'elles absorbent mal les choses, elles digèrent mal, elles ont cette micro-inflammation chronique également. On a également une altération en fait, des villosités intestinales. Cette hyperfermentation va provoquer des problématiques en fait, au niveau des zones d'absorption, des petites villosités intestinales. Et le fait qu'il y ait des soucis qui se développent au niveau des villosités intestinales, ça va impacter beaucoup de choses. On va avoir une perte d'activité d'enzymes digestives, peptidase, maltase, la lactase également. Il y a des gens qui, à cause du SIBO, se mettent à devenir intolérants au lactose parce qu'il y a en fait cette muqueuse intestinale de l'intestin grêle qui est un petit peu abîmée, ces villosités qui sont plus en bonne santé, donc du coup, il y a une perte d'activité de certaines enzymes. La DAO également, qui est l'enzyme qui dégrade l'histamine, on peut avoir une perte d'activité de la DAO à cause de cette micro-inflammation locale au niveau du grêle. Il faut savoir aussi que le SIBO, alors l'altération du fonctionnement du complexe moteur migrant, qui est en gros la chasse d'eau qui permet de nettoyer l'intestin grêle, il faut retenir ça. On a des systèmes qui permettent normalement de nettoyer l'intestin grêle, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pullulation. Donc il y a le CMM qui intervient dans ce nettoyage de l'intestin grêle. Et en tout cas, on sait que autant le CMM dysfonctionnel peut être une cause de SIBO, mais cette pullulation bactérienne en elle-même perturbe également le CMM. Donc ça, c'est important à savoir. Et là, je remets une petite note sur le sulfure d'hydrogène. Rappelez-vous qu'il est hautement inflammatoire et c'est vraiment très problématique lorsqu'on a un SIBO H2S. Ça va vraiment énormément inflammer la muqueuse de l'intestin grêle. Donc, on va passer maintenant aux causes du SIBO. Donc, le SIBO, en fait, c'est une situation qui fait clairement suite à une altération du fonctionnement physiologique du corps, puisque c'est une situation qui est complètement anormale. Parce qu'en fait, là,
avec ce que je vais vous dire maintenant, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout est fait dans notre physiologie, tout est fait pour qu'en fait, l'intestin grêle reste propre, en fait, qu'il n'y ait aucun développement bactérien important. Et en fait, effectivement, il existe différents mécanismes de contrôle de la population bactérienne de l'intestin grêle. On a des mécanismes chimiques, ce sont les sécrétions digestives, les sécrétions gastriques. Elles empêchent qu'il y ait trop de bactéries. À chaque fois que vous mangez des aliments, il y a des bactéries, il ne faut pas se leurrer. Vous mangez des carottes, mangez un yaourt, il y a des bactéries dedans. Voilà, il y a des bactéries de partout. C'est comme ça, et encore et heureusement, parce qu'il y a aussi des bonnes bactéries qui sont apportées par des légumes, plutôt des légumes bio et qui ont poussé dans, on va dire, dans un sol sain, qui n'est pas pesticidé. En tout cas, voilà, on ingère des bactéries tous les jours via l'alimentation, et pas forcément des mauvaises bactéries. Mais en tout cas, il y a quand même un phénomène au niveau de l'acidité gastrique. Elle ne sert pas qu'à digérer, hein. Elle sert aussi à avoir un effet assainissant. Donc l'acide va détruire une grande partie des bactéries, ce qui fait que normalement, il n'y a pas beaucoup de bactéries qui arrivent dans l'intestin grêle. Les autres sécrétions chimiques, c'est aussi la bile, les enzymes pancréatiques. Donc la bile ne sert pas qu'à la digestion du gras, elle a aussi un effet bactériostatique, hein. Elle nettoie l'intestin grêle. Les sécrétions, les enzymes pancréatiques, elles digèrent les aliments, mais aussi les bactéries, puisque les bactéries, ce sont quoi? Ce sont des assemblages comme nous, de protéines, de lipides, des ondes de membrane. Donc toutes ces enzymes sécrétées par le pancréas vont aussi en fait digérer un peu les bactéries. En tout cas, voilà, beaucoup de mécanismes chimiques qui normalement contrôlent la population bactérienne de l'intestin grêle. On a des mécanismes physiques également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la motilité de l'intestin grêle. Donc c'est le complexe moteur migrant, ce fameux complexe moteur migrant qui fait une chasse un peu et qui repousse tout ce qu'il y avait dans l'intestin grêle dans le côlon. Donc ce sont des ondes de contraction rythmique qui permettent de nettoyer l'intestin grêle. On a aussi la valvule iléocécale. Donc ça, c'est en fait une petite valve qui sépare l'intestin grêle du côlon. Dans le côlon, il y a beaucoup de bactéries et il ne faut pas que ces bactéries puissent éventuellement remonter dans l'intestin grêle, puisque ça peut arriver dans certains cas. Même si ce n'est pas la majorité des cas de SIBO, ça peut arriver. En tout cas, on a une valvule, on a une valve qui s'ouvre et qui se ferme et qui permet que les aliments de l'intestin grêle passent dans le côlon, mais qu'après, ça se referme et ça empêche que des bactéries remontent dans l'intestin grêle. Donc on a un mécanisme physique, d'accord. On a un mécanisme également immunologique du contrôle de la population bactérienne, ça c'est le système immunitaire. Donc surtout au niveau intestinal, on a un système immunitaire qui est très développé, qui est tout le temps aux aguets, qui regarde un petit peu ce qui se passe dans l'intestin grêle. Et quand il y a des bactéries qui s'installent en surnombre, ou qu'il y a aussi, ça peut être des bonnes comme des mauvaises bactéries. En tout cas, il y a toujours comme des flèches, hein, des IgA sécrétoires, on appelle. Donc il y a comme des flèches qui sont tirées en permanence dans l'intestin grêle pour contrôler les populations bactériennes. Et c'est le système immunitaire qui s'en charge. On a aussi des mécanismes liés au microbiote intestinal, les bactéries elles-mêmes, hein. On a plusieurs bactéries qui produisent de l'acide lactique, qui produisent certaines bactériocines, donc ce sont des antibiotiques bactériens, on peut voir ça comme ça. En tout cas, voilà, le microbiote intestinal aussi, quand il est équilibré, il contrôle ces populations bactériennes. Il y a une sorte de coopération, il va dire aux mauvaises, oula, toi, calme-toi, tu développes pas trop, je t'envoie des bactériocines parce que là, tu augmentes un peu trop. Donc, il y a vraiment un effet de coopération et de contrôle des populations grâce au microbiote, lorsqu'il est équilibré, en eubiose. Donc, lorsque on peut maintenant aller un petit peu plus en détail, donc maintenant que je vous ai montré les différents mécanismes qui contrôlent du coup la population bactérienne, notamment au niveau du grêle, vous comprenez du coup que s'il y a une altération dans ces mécanismes-là, ça va amener à un SIBO, potentiellement. On peut classer, en fait, dans les causes du SIBO, on a 4 grandes causes, on va dire. On a les causes qui peuvent altérer la motilité de l'intestin grêle. C'est ce fameux complexe moteur migrant. En gros, c'est la chasse d'eau qui ne fonctionne plus. On a des causes qu'on peut classer dans les déficits de la physiologie intestinale. On a des causes qui vont plutôt impliquer une altération du flux intestinal. Donc là, c'est différent de la motilité de l'intestin grêle du CMM. Là, c'est le flux intestinal altéré, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui faisait obstacle, qui bloquait. Donc, quelque chose un peu plus physique, là. Et il y a les causes iatrogènes également, hein, ça existe aussi, donc certains médicaments qui peuvent amener au développement du SIBO. Donc, première cause du SIBO, c'est l'intoxication alimentaire. Ça, il faut le savoir. C'est la fameuse tourista, hein, quand on a mangé quelque chose de pas frais. Donc, quand on l'a dans notre pays, on n'appelle pas ça une tourista, mais voilà, c'est ça en gros. Donc, on a mangé quelque chose de pas frais, que ce soit de la viande ou autre chose, et on a chopé soit un parasite, soit une bactérie. Donc, ça, c'est la première cause du SIBO.
et c'est une cause d'altération du complexe moteur migrant d'ailleurs. Ok. Ensuite, il y a tout ce qui est hypothyroïdie, ça peut perturber la motilité de l'intestin grêle, le diabète, infection chronique, Lyme, EBV, etc. Les atteintes du système nerveux, hein, Parkinson, traumatisme carnien, j'emploie des coups de lapin aussi des fois. Donc les personnes qui souffrent de dysautonomie, de POTS, c'est le syndrome postural orthostatique syndrome. Syndrome de tachycardie posturale orthostatique, je crois, si je me trompe pas. Voilà, il y a aussi le syndrome d'Ehlers-Danlos, ça c'est une maladie génétique particulière qui touche le collagène notamment. Le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire également, tout ça, ça peut être des causes de SIBO et d'altération du CMM. Ensuite, dans le déficit de la physiologie intestinale, on a tout ce qui est déséquilibre du microbiote, effectivement, déficience de sécrétion intestinale, donc c'est une déficience de sécrétion enzymatique, de la bile ou de l'HCl, hein, de l'acide gastrique. Ça peut aussi provoquer des problèmes. Déficit d'immunité, hein. Un manque d'IgA sécrétoire, par exemple. L'IgA sécrétoire, ce sont ces fameuses flèches, hein, donc j'appelais, qui aident aussi à contrôler la population bactérienne. Il y a des gens qui ont des déficits pour X raisons. Des fois, c'est congénital. Ils ont des déficits en IgA. Ils ont des IgA bas dans toutes les muqueuses, donc du coup, dans la muqueuse aussi de l'intestin grêle. Les gens qui sont en immunodépression également. Tout ce qui est stress chronique, hein, hyperactivation du système sympathique, les traumas, ça peut engendrer des déficits dans la physiologie intestinale, hein. Quelqu'un qui est tout le temps en stress chronique ne produira plus assez d'acide chlorhydrique, ne relâchera plus suffisamment d'enzymes, des problèmes biliaires peuvent apparaître. Donc voilà, le stress chronique peut amener au développement d'un SIBO, jamais tout seul, mais c'est parce que ça va perturber d'autres choses. Et si en plus la personne a déjà des fragilités au niveau de son microbiote, déjà des fragilités, imaginons, au niveau de son foie, de l'axe hépato-biliaire, etc., c'est une fois ces choses cumulées que ça peut amener à des problèmes. La fatigue surrénale, l'hypothyroïdie également, ça engendre des déficits dans la physiologie intestinale qui peuvent derrière amener à des problématiques intestinales. Donc dans le flux intestinal altéré, en fait, on a tout ce qui est chirurgie abdominale. On sait, hein, ça a été reconnu depuis longtemps, hein. D'ailleurs, à un moment donné, on voyait le SIBO, c'était que les gens qui avaient des chirurgies abdominales, c'est absolument faux. Mais en tout cas, c'est vrai que la présence d'une chirurgie abdominale peut amener au développement d'un SIBO. Et ça, c'est à cause de la présence d'adhérence, en fait, de tissu cicatriciel. De la même façon, quand vous vous blessez, vous avez une cicatrice qui se forme. Quand vous touchez la cicatrice, vous vous rendez compte que la peau n'a plus la même élasticité, elle est devenue rugueuse, tout ça. C'est la même chose qui se passe, hein, si on fait des chirurgies, on vous retire un morceau d'intestin, il y aura du tissu cicatriciel qui va se mettre, des adhérences qui peuvent se former et qui peuvent impacter le flux intestinal et amener malheureusement au développement d'un SIBO. Des dysfonctions dans la valvule iléosécale, ça peut être dû à des chirurgies, hein. Quelqu'un qui a une maladie de Crohn, on a dû opérer pas loin de la valvule iléosécale ou même dû la retirer dans certains cas s'il y a une sténose. Là, oui, ça peut poser problème. Les gens qui ont le syndrome d'Ehlers-Danlos, comme ils ont des altérations du collagène, notamment au niveau intestinal, ils peuvent aussi avoir des dysfonctions de la valvule iléosécale. Les MICI, hein, peuvent être aussi des causes de SIBO. Donc ça, faire attention, c'est pas parce que votre patient a une maladie de Crohn et que tous ces symptômes sont dus à la maladie de Crohn. Peut-être qu'en phase de rémission, quand elle est plus en phase aiguë inflammatoire, que ces ballonnements, ces diarrhées sont dus à la présence d'un SIBO, c'est possible aussi, hein. Les deux peuvent se cumuler. L'endométriose également, malheureusement, hein, quand il y a beaucoup d'adhérences digestives qui pénètrent au niveau du péritoine, ces adhérences-là peuvent aller jusque au rectum, au niveau de l'intestin, et malheureusement, il y a des cas d'endométriose qui sont très importants et qui peuvent amener au développement d'adhérences au niveau digestif et perturber le flux intestinal. Sclérodermie, ça c'est une maladie particulière qui engendre une fibrose de différents tissus. Au niveau des causes iatrogènes, on a les opiacés, hein, notamment, hein, ça va paralyser un peu l'intestin. Donc, quelqu'un qui prend des opiacés de manière chronique peut avoir des soucis à un moment donné et développer un SIBO. Les IPP, malheureusement, hein, donc les inhibiteurs de la pompe à protons, on comprend pourquoi, ça coupe l'acidité. Donc, ça peut amener au développement également du SIBO, hein, c'est prouvé dans différentes publications qui ont attesté ça. Je vous montrerai plus tard. Les antibiothérapies répétées également. L'utilisation de certains médicaments, en tout cas, peuvent impacter. Donc là, je vous ai parlé des causes du SIBO, hein, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont en train de se poser des questions. Et alors, l'IMO et l'ISO? Eh bien, en fait, les causes d'IMO sont globalement les mêmes que celles du SIBO. Du moins, on n'a pas autant d'études en fait que pour le SIBO. Donc, il y a des choses dont on sait, d'autres choses dont on ne sait pas.
En tout cas, voilà, il y a peu d'études concernant l'IMO, mais c'est admis que c'est globalement les mêmes causes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que contrairement au SIBO, l'IMO n'est pas consécutif à une intoxication alimentaire. C'est important à avoir à l'idée, sauf quand il est couplé à un SIBO. Si vous avez un SIBO et que vous avez aussi un IMO, vous pouvez avoir une intoxication alimentaire, vous développez un SIBO, plus un IMO derrière, oui, dans ce cas-là. Mais sinon, si c'est uniquement un IMO, et notamment une pulsation d'archéméthanogène dans le côlon, là, ce n'est pas dû à une intoxication alimentaire. C'est vrai que l'intoxication alimentaire est plutôt spécifique au SIBO, hydrogène, et également à l'hydrogène sulfureux. Les archéméthanogènes sont résistantes en fait à la plupart des antibiotiques, parce que les antibiotiques sont efficaces sur une bactérie, pas sur une archée. Certaines antibiotiques sont efficaces sur les archées, mais bon, en tout cas, elles sont résistantes à beaucoup d'antibiotiques. Donc, on sait que les antibiothérapies répétées en fait chez des personnes peuvent provoquer une sélection, donc, et au bout d'un moment favoriser une augmentation de la méthanogénèse. Ça, on le voit chez les animaux, on donne des antibiotiques pour favoriser leur croissance. En fait, on s'est rendu compte qu'on augmentait en donnant à des poulets ou à des, voilà, par exemple, pour augmenter leur croissance, on donnait des antibiotiques et ça augmentait les méthanogènes. Et les méthanogènes sont capables d'extraire plus de calories de l'alimentation, d'où le fait qu'il y avait des croissances plus importantes des animaux en leur filant des antibiotiques, en fait. C'est là où était le lien, l'utilisation d'antibiotiques pour favoriser la croissance des animaux d'élevage, ce qui est une très mauvaise chose, mais soit. Donc la pulsation d'archéméthanogène, elle semble aussi favorisée par un transit intestinal lent, et le méthane, lui aussi, paralyse le transit. Donc on a un peu c'est comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que quelqu'un qui a tendance à avoir un transit intestinal très lent, être constipé, aura plus de risques à avoir des méthanogènes qui augmentent, et une fois qu'il y a les méthanogènes qui augmentent, ben, ça ralentit aussi le transit. Donc on est un peu sur un cercle vicieux quand on a un IMO finalement. Donc l'ISO, que ce soit le LIBO ou le SIBO-H2S, il y a des causes communes avec le SIBO-hydrogène. Donc là, quand je dis il y a des causes communes avec le SIBO-hydrogène, c'est pour le SIBO-H2S. Hein. D'accord? Et en tout cas, cette ISO semble favoriser dans les cas suivants, c'est les alimentations type Western Diet, c'est-à-dire énormément de produits animaux, de graisses saturées, de sucre, très peu de fibres, de fruits et légumes. Une alimentation faible en FODMAP aussi sur du long terme, malheureusement. Donc, des gens avec le syndrome intestin irritable qui se mettent à manger carrément sans FODMAP, on n'est même plus sur de l'eau, on est du sans FODMAP, et qui continuent comme ça pendant des années, ben, malheureusement, ça peut amener au développement d'une configuration H2S à un moment donné. C'est pour ça que d'où l'importance de, quand quelqu'un a un syndrome intestin irritable, de comprendre la cause de son problème pour pouvoir la réguler, éviter qu'il reste sur des régimes restrictifs au long terme qui sont tout à fait délétères. Il y aura malheureusement un moment ou un autre, souvent on dit voilà, le retour de la médaille, c'est que on enlève des choses, des fois beaucoup de choses, pour aller mieux sur des symptômes et on se recrée un autre déséquilibre, une autre dysbiose à terme. C'est des choses qu'on voit régulièrement. Les antibiothérapies répétées également, ça peut favoriser le développement d'un ISO. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est ces trucs qui sont très complexes, mais je le dis quand même. C'est des gens aussi qui ont des problématiques, par exemple au niveau on va dire tout ce qui est métabolisme du soufre, des sulfates, tout ça. On a des gens qui ont voilà, des problématiques de l'activité de la SIOX, qui est une enzyme, c'est la sulfitoxydase qui permet de transformer les sulfites en sulfate, et donc du coup ça aboutit à un manque de sulfate chez certaines personnes. Soit parce qu'elles sont carencées en molybdène, par exemple, et donc du coup la SIOX ne fonctionne plus bien, soit parce qu'elles ont un polymorphisme dessus, et donc l'activité de l'enzyme ne fonctionne pas bien. Donc le corps ne peut pas manquer de sulfate, et il y a des hypothèses qui sont données, comme quoi l'ISO serait un peu une adaptation physiologique pour répondre aux besoins en sulfate de l'organisme, puisqu'il y a un moyen, via l'H2S, d'obtenir des sulfates un peu par voie détournée, on va dire. Et donc, du coup, voilà, faut savoir que c'est pas systématiquement tous les cas, c'est d'ailleurs pas forcément la majorité des cas, mais des fois, ça c'est important d'identifier ce genre de problématique chez quelqu'un, parce que si c'est une adaptation physiologique pour répondre aux besoins de l'organisme du fait qu'il manque en sulfate, si on traite juste l'ISO, on essaie de détruire les bactéries, ben, elles vont revenir parce qu'en fait, la personne est en train de s'adapter à un problème. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de bien comprendre d'une manière générale les causes qui sont à l'origine de la problématique de la personne. Le SIBO-H2S peut aussi se développer suite à une intoxication alimentaire, il faut savoir. Donc, je vais vous faire un petit zoom maintenant sur ce qu'on appelle le SIBO post-infectieux. En fait, je vous ai dit que l'intoxication alimentaire était une cause majeure de SIBO. Donc, comment ça fonctionne? En fait, quand vous avez une intoxication alimentaire,
Ça dépend voilà, du type de bactéries, mais en tout cas, il y a un grand nombre de bactéries. Là, je vous ai listé, en gros, ça c'est les 4 espèces qui sont responsables de la plupart des intoxications alimentaires, hein, souvent une salmonella, une shigella, un E. coli ou un campylobacter jejuni. Donc ça, c'est souvent trouvé dans la viande de la volaille qui serait mal cuite, hein, par exemple. Cuisez bien la volaille, ça vous évitera de choper un campylobacter et potentiellement d'avoir un SIBO. Donc, on a certaines bactéries en fait qui vont produire des toxines bactériennes. On appelle notamment la CDTB, pardon. Et donc, du coup, quand il y a production de toxines, notre corps est bien fait, hein, le système immunitaire va réagir, va essayer de neutraliser ces toxines-là en produisant des anticorps. Donc, on a des anticorps anti-CDTB qui sont produits. Sauf qu'il peut avoir, là, on n'est pas sur une maladie auto-immune, mais on est sur un type d'auto-immunité non conventionnelle, c'est-à-dire que par effet de mimétisme, il s'avère que la structure protéique de la toxine CDTB ressemble à une autre structure protéique qui est retrouvée dans notre organisme, qui est la vinculine. Donc la vinculine ressemble un petit peu en fait, à la toxine CDTB. Et donc du coup, des fois, il y a des erreurs, ça arrive. Donc au niveau du système immunitaire, un anticorps un peu déviant qui va être produit et qui malheureusement va plus reconnaître la CDTB, mais va reconnaître la vinculine. Et donc, la vinculine, c'est une protéine qu'on retrouve du coup au niveau du système nerveux entérique, de l'intestin notamment. On la retrouve surtout présente dans les endroits où il y a les cellules interstitielles de Cajal. C'est les cellules pacemaker. Rappelez-vous, en fait, quand vous avez un péristaltisme intestinal, c'est qu'il y a un signal nerveux qui est envoyé. Donc, du coup, on a des cellules pacemaker. Hein, c'est comme ça qu'il faut les voir au niveau intestinal. Et ce sont les cellules interstitielles de Cajal. Et donc, le souci, c'est que quand cet anticorps antivinculine se met à se fixer sur la vinculine, c'est que ça va du coup provoquer une diminution des niveaux de la protéine, de la vinculine. Et cette diminution des niveaux protéiques de vinculine, ça diminue le nombre de cellules interstitielles de Cajal. Donc, en gros, ça altère votre pacemaker. Et donc, du coup, ça va altérer le complexe moteur migrant. Donc, le nettoyage de l'intestin grêle devient défaillant. Et si le nettoyage devient défaillant, ça peut amener à un SIBO. Donc voilà quel est le lien entre intoxication alimentaire et développement d'un SIBO. Je vais faire un zoom un peu sur ce CMM parce que c'est quelque chose de très très important et c'est important que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Quand on parle de complexe moteur migrant, c'est à ne pas confondre avec le péristaltisme intestinal. Ça, j'insiste bien là-dessus. Le péristaltisme intestinal, c'est les ondes de contraction qui font avancer le bol alimentaire. C'est je mange un repas et ce qui permet que le repas avance, c'est le péristaltisme intestinal. Ça, il fonctionne en continu. D'accord ? Après, on a du coup le complexe moteur migrant qui, lui, n'a rien à voir avec le péristaltisme intestinal puisqu'il fonctionne entre les repas. En fait, ce sont des cycles de contraction rythmique donc qui est coordonné qui se produisent dans l'intestin grêle, et ça se produit en dehors des phases de digestion active. En fait, c'est durant les périodes de jeûne. Donc ça fonctionne quand on ne mange pas. Déjà, première chose, il faudrait laisser 4 heures entre chaque repas et avoir un jeûne nocturne le plus long possible, si possible 12 heures. Donc quelqu'un qui mange 10 fois dans la journée, qui grignote tout le temps, son CMM ne fonctionne jamais de manière optimale, voire jamais bien. Donc ça, c'est l'une des premières choses à faire. Vous avez quelqu'un qui a un SIBO, il ne faut pas penser que ça va bien se passer ou qu'il va se sortir de ses problèmes s'il mange, il grignote tous les 2 heures. Donc ça, c'est très important, même des gens qui n'ont pas de SIBO, mais d'avoir des repas structurés. En fait, on n'est pas fait pour manger du matin au soir en continu. Hein. Donc ça engendre des problèmes, après des dysbioses, etc. Donc c'est très important de bien laisser des séparations entre chaque repas, 4 heures. On dit aux gens, il faudrait laisser 4 heures entre chaque repas, donc avoir 3 repas par jour, et puis le repas du soir pris le plus tôt possible et laisser une longue période de jeûne. Donc, ce CMM-là, il y a des activateurs de ce CMM-là, donc le jeûne, je l'ai dit. Il y a donc des hormones gastro-intestinales, notamment comme la motiline et la gréline, qui ont un rôle dans le fonctionnement du CMM. La sérotonine également, qui est un neurotransmetteur, qui est aussi important au niveau intestinal. La majorité de la sérotonine est produite au niveau intestinal, pas au niveau du cerveau. Donc la sérotonine, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur impliqué dans les contractions musculaires intestinales. D'accord ? Et parmi les inhibiteurs donc, du CMM, on a la prise alimentaire, le peptide YY, la cholécystokinine et la somatostatine. Et vous avez ce qu'on appelle des prokinétiques. Donc ça, ce sont des substances, ça peut être naturel ou des médicaments,
qui améliore en fait la motilité du tractus gastro-intestinal. Donc, un prokinétique va aussi aider à la vidange gastrique, mais ça va aussi aider à stimuler le CMM. Et en fait, ils ont vraiment un effet direct, ces prokinétiques, et ils aident à stimuler le CMM. Donc, voilà, je place ce mot-là parce qu'il est important, parce que comme vous avez bien compris que dans le cadre du SIBO, il y a souvent une altération du CMM, il faut pouvoir aider ce système-là à mieux fonctionner, et l'utilisation de prokinétiques, que ce soit des médicaments ou du naturel. Le naturel peut très bien marcher, surtout quand on fait les bonnes associations. Il y a des gens où le naturel marche mieux d'ailleurs que le médicament, parce que le médicament n'est pas toléré. Des gens font plutôt le médicament que le naturel, donc il n'y a pas de recette miracle. En fait, il y a des gens qui répondent très bien à un prokinétique et une autre personne non. Donc voilà, il y a différentes choses à tester, mais en tout cas, il faut se rappeler de l'importance du prokinétique dans le cadre du SIBO. Donc là, c'est une étude très intéressante qui du coup nous donne 2 données. La première, c'est que clairement, l'altération de la motilité de l'intestin grêle, donc le dysfonctionnement du CMM, est présenté comme une cause majeure du SIBO. Du moins, le docteur Pimentel, le spécialiste US, est convaincu que c'est vraiment voilà, la cause majeure. Il n'a pas tort dans la plupart des cas, c'est quand même vrai. Et donc, il a fait une étude qui est très intéressante, c'est qu'il a regardé un peu comment fonctionnait le CMM, en gros, chez des gens. Voilà, là, on a des patients en contrôle, donc ils sont sains, ils n'ont pas de SIBO. Et là, on a des patients qui ont le SIBO. Donc, chez certains, le SIBO est persistant, n'a pas été éradiqué toujours là, et chez certains, le SIBO a été éradiqué. Donc, déjà, l'étude nous permet de mettre en évidence que l'altération du complexe moteur migrant est retrouvée chez les patients SIBO. OK. Elle est reconnue d'ailleurs pour être une cause de SIBO. Et là où on peut un petit peu, avoir une réserve sur le fait que l'altération du CMM est forcément une cause du SIBO, et que le SIBO pourrait aussi altérer le CMM, ça c'est quelque chose qui est aussi avancé. Il faut savoir. En fait, clairement, on sait que la colonisation bactérienne aussi, en excès dans l'intestin grêle, donc le SIBO peut aggraver la dysmotilité de cet intestin grêle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si on éradique le SIBO, on a en fait un retour un peu, on a une amélioration de l'activité du CMM. Donc c'est pas entièrement réversible, cette problématique du CMM, mais en partie. Du coup, ce qu'on peut conclure, c'est que l'éradication de la population bactérienne n'est pas suffisante. C'est-à-dire que d'accord, elle va peut-être améliorer un petit peu le fonctionnement du CMM, mais on voit bien que même si le SIBO est éradiqué, les gens qui ont eu le SIBO, même s'ils l'ont éradiqué, leur CMM ne fonctionne pas aussi bien que les gens qui n'en ont pas eu, en fait. Donc c'est pour ça que là, on insiste bien sur le fait que l'éradication de la population bactérienne n'est pas suffisante. Si on s'axe dans le SIBO juste, ou même dans l'IMO ou dans l'ISO, on s'axe juste sur l'éradication des bactéries, on fait fausse route. On va pas aider les gens de manière durable. Peut-être temporairement, mais en tout cas, le problème va revenir. D'où l'intérêt d'utiliser des prokinétiques. Et donc voilà, notion très importante. Le CMM est clairement altéré chez les gens qui ont le SIBO, d'une manière générale. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, a priori, les bactéries également, le fait qu'il y ait un SIBO, c'est une cause d'altération du CMM. Donc on peut avoir une intoxication alimentaire, et donc la cause de notre SIBO, c'est une altération du CMM, mais en plus, lorsque la pullulation est présente, ça altère également le CMM. Donc on comprend bien que du coup, pour aider les gens à sortir du SIBO, potentiellement ceux qui ont un SIBO post-infectieux, non seulement il faudra éradiquer les bactéries pour améliorer le fonctionnement du CMM, mais également leur donner des prokinétiques. Alors, un petit zoom sur les IPP, voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment sur les effets secondaires qu'il peut avoir. Il y en a à court, moyen et à long terme également. Bien évidemment que quelques semaines d'IPP ne provoquent pas forcément de gros troubles, mais quand des personnes en prennent depuis des années, c'est là où voilà, ça peut quand même commencer à être problématique à bien des niveaux. Tout ça pour dire que faut faire, je pense, attention. C'est un peu comme les antibiotiques. Quand on disait les antibiotiques, c'est pas automatique, on devrait aussi faire des pubs, des campagnes. Les IPP, c'est pas automatique. Il faudrait vraiment faire attention
De prescrire ça de manière plus juste et intelligente. En tout cas, voilà, il y a différentes études qui ont montré un lien clair entre la prise d'IPP et l'augmentation du risque de SIBO. Donc, on a une méta-analyse là, de 2013 qui montre une augmentation du risque du SIBO de 280%. C'est énorme chez les utilisateurs d'IPP. C'est des utilisateurs qui en prenaient de manière chronique. Hein. C'est pas en une semaine d'IPP. Hein, voilà. Je tiens quand même à rassurer euh, les gens. Après une méta-analyse 2018, là, plus récente, qui a montré une augmentation du risque de SIBO de 71% chez les utilisateurs d'IPP versus les non-utilisateurs. Bon, on a des chiffres différents en fonction des études, mais en tout cas, quasiment toutes les études, quand on fait des méta-analyses, on se rend compte qu'il y a quand même une augmentation du risque et qui n'est pas négligeable. Donc, les IPP augmentent le risque de SIBO, et le risque augmente avec la durée de prise, hein, c'est ce que je vous ai dit. Il est très, très significatif, ce risque-là, lorsque ça dépasse 12 mois de prise, hein, 1 an. Donc, les mécanismes mis en jeu, pourquoi les IPP pourraient favoriser le développement du SIBO? Réduction de l'activité gastrique, plus de bactéries qui arrivent dans l'intestin, réduction de la sécrétion biliaire, parce que le fait de couper l'acidité, ça ne va pas ça va pas avoir une conséquence qu'au niveau de l'estomac, hein. C'est ça aussi qui est important à faire comprendre aux gens, c'est que cet acide-là, en fait, la sécrétion d'acide, elle déclenche derrière d'autres choses aussi. Elle n'agit pas juste que dans l'estomac. Le fait qu'on coupe l'acidité, ça perturbe toute la digestion derrière. Donc, on a une moins bonne sécrétion biliaire lorsqu'il y a une faible acidité. Donc, effet bactériostatique réduit. S'il y a moins de bile, il y a moins cet effet bactériostatique sur les bactéries. Le fait de donner des IPP perturbe aussi le CMM. On sait qu'en donnant des IPP, les études ont montré qu'il y a une altération de certaines sécrétions, comme la motiline. Je vous avais parlé auparavant que voilà, la motiline, c'était une hormone qui favorisait le fonctionnement du CMM. Donc, si on a une perturbation du CMM à cause des IPP, ça favorise la stagnation du contenu intestinal de l'intestin grêle. Ça altère aussi le microbiote intestinal, ça c'est bien publié. La prise d'IPP va changer le microbiote, et notamment celui de l'intestin grêle, hein, pas que celui du côlon. On a une modification du microbiote de l'intestin grêle des gens qui prennent des IPP de manière chronique. Et aussi, on a une réduction de la digestion des nutriments, puisque si on a de l'acidité dans l'estomac, c'est pas pour rien. C'est pas là. Tout ce qui est dans notre corps, si on a un cœur, un foie, si on produit des enzymes pancréatiques, etc., c'est qu'il y a une raison. Hein. Si ça servait à rien, l'évolution, on aurait fait disparaître tout ça. Donc du coup, jusqu'à preuve du contraire, on a toujours besoin de l'acidité. Donc si on n'a pas assez d'acide, on digère mal digestion des nutriments. Et donc du coup, ces aliments, ces éléments insuffisamment digérés sont propices à la prolifération bactérienne, parce que du coup, ils seront mal absorbés par nous, et ils vont plutôt voilà, favoriser la dégradation par la flore bactérienne. Donc voilà les différents mécanismes qui peuvent amener au SIBO lorsqu'on prend des IPP. Donc maintenant, on va reprendre un peu les points clés, hein, une petite conclusion. Donc, le SIBO, qui est une pulsation bactérienne intestin grêle, serait responsable de 20 à 30% des cas de syndrome d'intestin irritable. C'est une dysbiose donc, de l'intestin grêle, avec une pulsation préférentielle de bactéries qui appartiennent au phylum des Proteobacteria. Donc rappelez-vous qu'il s'agit bien d'un déséquilibre quantitatif et qualitatif de la flore. Il existe 3 configurations, donc hydrogène, méthane, hydrogène sulfureux, qu'on appelle respectivement SIBO, IMO et ISO. Je pense que ça, vous l'avez bien compris. Le cumul de 2 ou 3 configurations est possible, ensemble. C'est même plus courant qu'on ne le pense. Toute altération des mécanismes de contrôle de la population bactérienne dans l'intestin grêle peut amener à un SIBO. Et donc, ces mécanismes, voilà, les principaux, c'est le CMM, la valvule iléosécale, les sécrétions digestives, acide, bile, les enzymes, le système immunitaire et le microbiote en lui-même. Et l'intoxication alimentaire est une cause majeure de SIBO, hydrogène comme hydrogène sulfureux d'ailleurs, mais pas de l'IMO. Sauf quand il est associé à un SIBO, comme je vous ai dit, mais en tout cas, si vous avez des archées juste dans le côlon, voilà, c'est pas dû, cette prolifération d'archées coliques n'est pas due à une intoxication alimentaire, ça n'a pas été mis en évidence. Voilà, donc on a terminé sur cette première vidéo, donc avec tous les prérequis pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le SIBO, l'IMO, l'ISO, quelles sont les causes, et puis voilà, vraiment des points clés très importants. Alors, merci Christian. N'hésitez pas à prendre note des différentes dates des formations.
On se retrouve dans la deuxième vidéo où, dans cette vidéo, bah, tu nous expliqueras un peu comment mettre en évidence par la clinique et les analyses le SIBO et tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt dans l'autre vidéo, celle qui suit. N'hésitez pas à nous rejoindre. À très bientôt. Salut Christian, à tout à l'heure.